Bonjour mes chers compatriotes. Je réponds à certains commentaires. Les problèmes du Zaïre et de l'Afrique en général, je les comprends aussi bien qu'un grand nombre d'entre vous. Ne vous y trompez pas, parce que je connais ce pays, je connais le continent, et moi, mon père s'est battu pour l'indépendance du pays dans les années 60. Il a été député dans le premier parlement du pays et il a été aussi secrétaire d'État pendant cette même période dans le gouvernement de Lumumba. Donc voilà, je connais les problèmes du pays parce que j'ai grandi dans ça. Aujourd'hui, le vrai problème du Zaïre, c'est vraiment la question de l'incompétence des autorités, l'incompétence des décideurs qui sont arrivés au bout de leurs initiatives pour résoudre le problème du pays. Les conflits à l'est du pays, la grande pauvreté de la majorité du peuple, les conditions indignes d'accès aux soins de santé, à l'éducation, à la condition des femmes, à l'eau potable, au travail, parce que le travail, c'est ce qui crée les conditions de la citoyenneté. Aujourd'hui, le travail dans le pays ne permet pas de vivre, mais de survivre. Et plus de 80% de la population n'a pas un travail avec un salaire correct jusqu'à la fin du mois. Comment ces pays ne peuvent pas être dans des situations de rébellion? Ça, c'est déjà une condition de rébellion pour un grand nombre d'entre vous, le peuple. On me demande si je suis patriote. L'amour de la patrie, ce n'est pas être auto-centré. Non. L'amour de la patrie, c'est être ouvert. C'est être ouvert au monde tout en préservant l'intérêt supérieur de la nation. C'est ça, être patriote. C'est ne pas s'enfermer. Aujourd'hui, dans le pays, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de projet. Il n'y a pas de projet que tout le monde adhère pour amener le pays vers le progrès, vers le développement. De mon côté, nous avons travaillé, nous avons réfléchi sur un projet et un programme que tout le peuple peut se retrouver une fois qu'on arrive à trouver des solutions sur la question de l'Est. Nous allons mettre tout ça en place pour permettre de construire des infrastructures et avoir un plan politique, un plan économique et le plan social pour le développement. Un plan que tout le monde peut se retrouver. Moi, je suis un leader crédible. Lorsque les gens me demandent en quoi je critique la crédibilité de Tshisekedi, mais la crédibilité, c'est quoi? C'est être capable d'installer un lien de cohérence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Mais surtout, ce que l'on dit et la réalité, qui peut être vérifiable. C'est vrai, nous pouvons faire des erreurs, nous sommes des êtres humains tous, mais lorsqu'on est crédible, on doit dire aux gens, voilà, j'ai fait l'erreur ici, et il faut qu'on améliore à ce niveau. On me dit aussi que je suis un homme des Occidentaux. Vous savez bien qu'on ne peut pas sortir les pays dans cette situation d'occupation par le Rwanda s'il n'y a pas l'implication des Occidentaux. Et si on s'enferme, nous-mêmes, le Rwanda aura toujours les armes des Occidentaux et nous n'aurons pas des armes et ils vont toujours nous envahir. Ça sera comme ça. Donc, discuter avec les Occidentaux, ce n'est pas discuter avec ceux qui sont la cause du problème. C'est discuter avec aussi ceux qui peuvent participer pour nous sortir de cette situation. Et en plus, il faut qu'on sorte dans cet enfermement ethnique, ethniciste, où on veut dire oui, les Occidentaux, c'est non, c'est du n'importe quoi. Parce qu'en Occident, il y a beaucoup de gens bien qui sont là avec la volonté d'aider vraiment l'Afrique. Nous sommes bien contents lorsque les États-Unis condamnent le Rwanda ou la France ou la Belgique, et en même temps, nous disons que non, il ne faut pas être avec les Occidentaux. Mais on est obligé de travailler avec eux. Et en plus, dans le monde aujourd'hui, nul n'est une île, à lui tout seul. Nous sommes faits pour travailler ensemble. Nous avons besoin des autres pour échanger et pour avancer. Sans les autres, si on n'est que nous-mêmes, nous allons rester dans notre situation aujourd'hui.
Le soutien des Occidentaux est essentiel pour obtenir un cessez-le-feu et le retrait des troupes rwandaises à l'est du pays. On ne peut pas sortir de la crise par des incantations, comme j'entends. On ne peut pas sortir de la crise par la prière ou par des accusations émotionnelles. On doit sortir de la crise par un raisonnement, une réflexion structurée, organisée et efficace. Voilà, par le réalisme. C'est comme ça qu'on peut sortir de cette crise. Prenons la question des Occidentaux. Est-ce que tout allait bien dans notre pays? Il y avait la démocratie, les gens étaient contents, les gens étaient libres, les enfants allaient à l'école très bien, les hôpitaux étaient bien, et les Occidentaux sont arrivés du jour au lendemain mettre les désordres? Je ne pense pas. Si la situation est aujourd'hui comme ça, c'est parce que déjà tout allait très mal dans le pays. Et les désordres qu'il y a aujourd'hui, la rébellion, n'est que la conséquence des mal qui étaient déjà dans le pays depuis très longtemps. Donc voilà, certains me parlent des exemples de Burkina Faso, du Mali et du Niger. Mais moi je vais vous le dire, peut-être vous parlez comme ça. Est-ce que vous avez déjà discuté avec les officiels de Burkina Faso, du Niger et du Mali? Est-ce que vous avez discuté avec les officiels de plusieurs pays africains? Moi, j'ai été sollicité plusieurs fois par les officiels de plusieurs pays africains pour que je puisse leur donner mon point de vue, ma vision sur les problèmes de leur pays. Mais pas que d'Afrique. Je suis invité par les officiels de la Turquie, bon, l'Algérie et le Maroc, c'est aussi faisant partie de l'Afrique. Ce n'est pas parce que je suis noir, c'est parce que j'ai des éléments, j'ai des compétences sur des choses et je peux apporter une réflexion sur certaines choses. Malheureusement, il y a un pays qui ne tient pas compte de tout ça, c'est le Zaïre, parce que la question de la compétence dans le Zaïre, d'aujourd'hui, personne n'y tient compte. Certains m'ont posé la question des 15 ministres dans le gouvernement. Oui, nous avons besoin d'avoir une réduction considérable des ministres et des vice-ministres pour rationaliser les dépenses de l'État et faire des économies. Parce que nous sommes en temps de guerre. Avoir 60 ministres et vice-ministres, c'est des dépenses inutiles. C'est la raison même pour laquelle, même la question des rémunérations, les ministres ne peuvent plus gagner plus de 7 000 $ par mois. Avec 7 000 $ par mois, on peut mieux vivre au Zaïre. Et le président doit avoir un salaire de moins de 15 000 $ par mois. Donc voilà, il y a tous ces éléments-là que nous sommes en train de travailler avec nos partenaires internationaux pour essayer de sortir le pays de cette situation. On m'a parlé aussi de la question des attributions des postes des ministres qui peuvent être tribales ou uniquement dans des partis politiques. Je l'ai dit très bien, les attributions des postes des ministres sera basées sur un critère, la compétence, la compétence, la compétence. Que la compétence et l'efficacité. Lorsqu'on n'est pas compétent, dehors. C'est comme ça et rien. Et le peuple doit être informé de tout ce qui se passe dans un gouvernement. C'est comme ça que nous pouvons avancer et faire encore mieux. Donc il n'y aura pas de postes qui seront attribués sur des bases de considérations tribales ou purement politiciennes. Ça sera politique, mais basé sur la compétence. La question de la crédibilité de Tshisekedi, comme je l'ai dit, il raconte n'importe quoi. Quand il a dit qu'il allait attaquer les Rwandais si un Congolais était mort ou si un village était pris par les rebelles, moi j'écris. J'ai dit, il est président de la République, il est suffisamment informé, il a les services de renseignement, il connaît les potentiels de notre armée, il connaît les potentiels de l'armée rwandaise et il sait que si cela arrivait, demain il attaque les Rwandais parce qu'il a les moyens. On a vu que c'était
de l'incantation. C'était vraiment des discours incantatoires qui n'avaient rien de fondé. C'était des discours fondés sur le vide. Aujourd'hui, il dit que Kabila est derrière la rébellion. Moi, je vais bien le croire. Mais je veux qu'il nous explique avec beaucoup plus de détails. Ce n'est pas lancer des mots comme ça sans expliquer. Et il a fait ça où? À Munich. Ça concerne d'abord, premièrement, les peuples du pays. Lorsqu'on dit l'ancien président est derrière la rébellion, mais c'est un discours qu'il aurait dû tenir d'abord au Zaïre, à Kinshasa, au Congo, auprès des Congolais d'abord, avant d'aller parler aux Munichois. Mais il a parlé aux Munichois et il n'a pas dit aux Congolais et il ne nous a pas donné de détails sur ces discours, sur les éléments qui le poussent à dire que c'est Kabila qui est derrière cette rébellion. Des éléments concrets, pas incantatoires. D'un côté, Tshisekedi dit que c'est le Rwanda qui est derrière la rébellion. De l'autre côté, il dit que c'est Kabila. D'un côté, il dit qu'il ne va pas discuter avec les rebelles. De l'autre côté, il dit non, les rebelles doivent rentrer dans le processus de Nairobi. Or, le processus de Nairobi dit qu'il faut qu'il discute avec les rebelles. Lui-même, il s'embrouille. Il ne sait même pas de quoi il parle. Comment on peut avoir confiance à cette personne? Comment on peut faire crédit à quelqu'un qui lui-même ne sait même pas dans quelle direction il va? Aujourd'hui, il sort comme ça, sans parler avec le Parlement. Il va proposer aux Américains de leur donner la matière première. Déjà, vous savez, c'est ce qui va les faire tomber. Mais bon, je ne vous dirai pas plus parce que je ne vais pas rentrer dans... Mais voilà, lui-même, il se met dans des situations qui sont des fois un peu compliquées à gérer. Certains m'ont dit que je ne respecte pas le président. Vous savez, moi, en tant que citoyen, amoureux de mon pays, je respecte la fonction du président. Je respecte sa fonction. Mais respecter la fonction du président n'empêche pas d'être critique sur le comportement et les agissements de l'individu. Et les agissements de M. Tshisekedi sont critiquables, bien qu'on doit respecter la fonction du président. Est-ce que lui, il respecte la fonction du président? Lorsqu'il dit qu'il va attaquer le Rwanda, il va déclarer la guerre contre le Rwanda et il ne le fait pas. Est-ce qu'il respecte sa fonction? Est-ce qu'il respecte sa parole? Voilà la question, elle est là. Ce n'est pas moi le problème. Ce n'est pas moi qui ai décidé le manque de crédibilité des propos de M. Tshisekedi. C'est lui-même qui dit des choses et qui, après, ne le fait pas et n'ose même pas le réaliser. Voilà ce que je voulais dire sur toutes ces choses. Et après, je vais juste vous informer. Très prochainement, nous allons clôturer la première partie des démarches que nous faisons avec les pays influents, les grandes puissances, pour trouver des solutions sur la question de l'Est. Et nous allons envoyer à M. Tshisekedi le rapport de nos démarches à travers les ambassades de la République démocratique du Congo à Paris, pour qu'ils puissent être au courant de ce que nous avons fait et de ce qu'ils doivent faire pour que le pays sorte de cette situation. Nous avons des propositions concrètes et les négociations sont bien avancées. Nous pouvons le faire. Nous pouvons sortir le pays de cette situation. Nous nous sommes battus et nous sommes presque arrivés au bout de la démarche. Le Rwanda va retirer ses troupes si M. Tshisekedi a accepté les conditions de l'accord que nous sommes en train de travailler avec les Occidentaux. Le Rwanda va retirer ses troupes et nous allons trouver une situation de paix. Mais tout ça sera transparent parce que, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, je ne donne rien à Kagame. Je ne donne rien au M23. La seule chose qu'il y a, c'est que notre peuple retrouve la paix et la tranquillité. Et c'est le combat que je suis en train de mener.
et nous allons gagner. Nous allons gagner. La personne qui peut être un obstacle, ce serait Tshisekedi. Les documents que nous allons lui transmettre, s'il écoute et qu'il respecte de les mettre en application, ce serait bien. S'il ne respecte pas, je vais les publier, tout le monde les saura et tout le monde comprendra qu'il y a un problème dans ces pays. Je vous remercie. Le 15 ministres, donc un gouvernement réduit, c'est un gouvernement de transition. C'est pendant la durée de la guerre, et une fois que nous allons sortir de la guerre, on peut reprendre nos habitudes de faire des gouvernements de 80 ministres, comme vous voulez. Mais ça, d'abord, c'est un gouvernement de transition qui doit durer cette période et essayer de trouver des solutions concrètes pour le pays. C'est ce que nous voulons faire. C'est ce que nous voulons pour sortir le pays de cette situation. Parce qu'il faut aussi qu'on fasse des économies. Je l'ai dit, c'est comme ça.